Pendant des années, Pascal Bataille a aidé des inconnus à ouvrir un rideau pour affronter leur vérité. Pourtant, derrière son sourire et sa complicité troublante avec Laurent Fontaine, sa propre vie s'est remplie de silence, de ruptures et de questions jamais résolues. On l'a cru invincible, on l'a jugé, parfois sans le connaître, mais entre une lettre jamais ouverte, des amours brisés et un cancer venu tout bouleverser, une énigme demeure. Et sa réponse pourrait changer tout ce que le public croyait savoir de lui. Avant que les rumeurs ne s'installent, il y eut une rencontre professionnelle qui allait marquer la télévision française. Pascal Bataille et Laurent Fontaine n'étaient pas simplement deux animateurs placés côte à côte. Ils formaient un équilibre rare, instinctif. L'un lançait une phrase, l'autre en devinait déjà la fin. L'un observait, l'autre savait quand intervenir. À l'écran, leur complicité semblait si naturelle qu'elle donnait l'impression d'avoir toujours existé. Puis vint il n'y a que la vérité qui compte, un concept simple en apparence, mais redoutable dans son intensité. Deux personnes séparées par un rideau, une vérité longtemps retenue, quelques secondes pour décider si l'on accepte d'affronter celui ou celle qui attend de l'autre côté. Chaque émission devenait un tribunal des sentiments, sans juge, sans verdict, seulement des regards, des tremblements et parfois une porte qui restait fermée. Pascal et Laurent étaient au centre de cette mécanique émotionnelle. Ils écoutaient les confessions, calmaient les colères, recueillaient les regrets. Ils savaient qu'une phrase pouvait sauver une relation, mais aussi l'achever. Le public ne venait plus seulement regarder une émission, il venait assister à l'instant précis où une vie pouvait basculer. Le succès fut immense. Marara, leur duo devint indissociable du programme. Dans l'esprit de téléspectateurs, Bataille et Fontaine ne formaient presque plus deux noms, mais une seule signature. Ils apparaissaient ensemble, répondaient ensemble, encaissaient ensemble les critiques comme les triomphes. Plus leur notoriété grandissait, plus leur proximité fascinait, et c'est là que quelque chose commença à changer. Car le public ne se contente jamais longtemps de ce qu'on lui montre. Il cherche ce qui se cache derrière les gestes, les sourires et les silences. Certains observèrent leur manière de se regarder. D'autres s'interrogeaient sur une fidélité professionnelle qui semblait résister à tout. Une question discrète circula alors de bouche en bouche. Personne ne la posait franchement, mais beaucoup pensaient déjà connaître la réponse. Pascal continuait de sourire devant les caméras. Laurent gardait la même assurance. Ensemble, ils ouvraient les secrets des autres, sans jamais laisser le public pénétrer dans le leur. Ils savaient peut-être qu'une rumeur, lorsqu'elle trouve un visage célèbre, finit toujours par réclamer sa propre vérité. Mais le premier coup ne vint pas de cette question. Après des années de succès, le programme fut interrompu. Le rideau tomba, les plateaux se vidèrent, et le duo que l'on croyait intouchable dut apprendre à vivre loin de la lumière. Ils avaient aidé tant de gens à se retrouver, sans savoir qu'un jour, eux aussi, allaient cesser de se parler. Lorsqu'il n'y a que la vérité qui compte disparaît de l'antenne, Pascal Bataille et Laurent Fontaine découvrent une réalité brutale. Le succès peut remplir une salle, faire trembler une audience, donner l'illusion que rien ne s'arrêtera jamais. Puis, du jour au lendemain, il ne reste qu'un plateau vide et le silence après les applaudissements. Le duo tente de se réinventer. Ils produisent d'autres formats, acceptent des projets plus modestes, explorant le monde des affaires. Mais derrière cette adaptation se cache une blessure difficile à avouer. Ils ne sont plus au centre du jeu. Les chaînes cherchent de nouveaux visages et le duo doit prouver qu'il existe encore. Pendant longtemps, Pascal et Laurent avancent malgré tout côte à côte. Leur entente semble avoir survécu à la chute de leur programme. Pourtant, une fracture plus profonde se prépare. Elle ne naît ni d'une trahison sentimentale, ni d'un désaccord professionnel, mais de la politique, ce terrain où les convictions deviennent parfois plus tranchantes que les rancunes. Autour de 2016, Laurent se rapproche de la campagne d'Emmanuel Macron. Pascal, lui, rejette violemment cette orientation. Ce qui aurait pu rester une divergence d'opinion se transforme en affrontement personnel. Les mots dépassent la pensée. Les blessures s'installent
Puis vient le pire pour deux hommes qui ont bâti leur réputation sur le dialogue. Ils cessent de se parler. 4 années passent, 4 années sans cette complicité que le public croyait éternelle. Chacun poursuit sa route avec la fierté comme rempart et le manque comme secret, car on ne partage pas des décennies de travail, de triomphe et de doute sans laisser une part de soi chez l'autre. Cette rupture nourrit les interrogations. Pourquoi une séparation entre deux simples collègues semblait-elle si douloureuse? Pourquoi leur réconciliation, lorsqu'elle finit par arriver, provoqua-t-elle une émotion presque intime? Et pourquoi, malgré les reproches et les années perdues, choisirent-ils de revenir ensemble devant les caméras? Le temps avait émoussé la colère. Ils comprirent peut-être que certaines fidélités dépassent les désaccords, et que perdre un ami par orgueil coûte parfois plus cher que d'admettre ses torts. Leur retour donna l'image d'un duo réparé, mais pas indemne. Derrière les sourires retrouvés demeurait la mémoire d'une absence impossible à effacer. Pascal savait cependant qu'une amitié pouvait mourir sans renaissance possible. Bien avant Laurent, un autre homme avait quitté sa vie pour toujours. Cette fois, la politique n'y était pour rien. Au centre de la rupture se trouvait une femme, celle qui allait devenir sa première épouse. Et dans cette histoire, Pascal ne pouvait accuser personne d'autre que lui-même. Avant de devenir l'homme que des millions de téléspectateurs associaient aux aveux et aux retrouvailles, Pascal Bataille avait déjà appris qu'un sentiment pouvait sauver une vie ou en détruire une autre. Ah, sa première grande histoire fut aussi l'une de ses fautes les plus lourdes. Bénédicte, celle qui allait devenir sa femme et la mère de Théo et Tristan, partageait alors la vie d'un ami proche. Pascal le savait. Pourtant, l'attirance grandit, les limites cédèrent, et l'amour qu'il choisit provoqua la disparition définitive de cette amitié. Il ne raconta jamais cet épisode comme une victoire, car obtenir celle que l'on aime ne signifie pas toujours gagner. Parfois, le bonheur commence exactement là où quelqu'un d'autre s'effondre. L'ami trahi coupa tout contact. Pascal fonda une famille, mais resta poursuivi par cette vérité. Certaines blessures ne demandent pas réparation, elles ferment simplement la porte. Le mariage avec Bénédicte finit lui aussi par se briser. 2 fils restèrent comme les témoins d'un amour qui avait existé, mais qui n'avait pas résisté au temps. Pascal aurait pu croire qu'il avait déjà payé le prix de ses choix. Pourtant, une autre histoire allait occuper près d'un quart de siècle de sa vie. Avec Adra, il construisit une seconde existence. Ils eurent 2 garçons, Tim et Talal. 25 années de souvenirs et de projets les unirent. Puis Pascal comprit qu'il ne regardait plus dans la même direction. Il fut celui qui partit. Ce geste lui donna peut-être la liberté, mais pas la paix. Quitter quelqu'un après 25 ans, ce n'est pas tourner une page, c'est arracher une partie de soi. Pourtant, avec le temps, Pascal et Adra transformèrent la douleur en respect, ils restèrent proches et continuèrent à collaborer autour de leur hôtel. Puis vint Inès, 5 années d'une relation qui semblait pouvoir offrir à Pascal un nouveau départ. Mais cette histoire s'acheva, elle aussi. À plus de 60 ans, après 2 mariages et une longue passion, l'homme qui savait écouter les regrets des autres se retrouva seul face aux siens. Au Cap Ferret, la mer apportait le calme, jamais l'oubli. Pascal pouvait plaisanter sur sa recherche d'amour, lancer quelques signes dans les magazines, sourire à l'idée d'une rencontre. Mais derrière l'humour se cachait une peur, celle de ne plus trouver quelqu'un capable d'aimer l'homme derrière l'animateur. Ses histoires avec les femmes semblaient répondre à certaines rumeurs. Pourtant, elles ne suffisaient pas encore à expliquer la relation singulière qui l'unissait à Laurent Fontaine. Et surtout, aucune séparation amoureuse n'avait laissé en lui une blessure aussi profonde que celle d'un homme disparu sans lui permettre de dire adieu. Son père. Il existe des blessures que le temps apaise. Et puis, il y a celles qui continuent de respirer dans l'ombre. Ah,
Pour Pascal Bataille, cette blessure porte le visage de son père. À la fin des années 1990, leur relation était déjà abîmée. Les silences s'étaient accumulés, les mots essentiels n'avaient pas été prononcés, et chacun semblait attendre que l'autre fasse le premier pas. Puis, brutalement, le père de Pascal mit fin à ses jours. Un geste irréversible qui transforma chaque souvenir en question et chaque regret en condamnation. Quelques jours auparavant, il avait envoyé une lettre à son fils. Pascal la reçut, la garda, mais ne l'ouvrit jamais. Durant plus de 26 ans, cette enveloppe resta intacte. Elle contenait peut-être une explication, un pardon, un reproche, ou simplement un dernier adieu. Mais tant qu'elle demeurait fermée, toutes les hypothèses restaient possibles. L'ouvrir, c'était accepter qu'une seule vérité remplace toutes les autres. C'était risquer de découvrir une phrase impossible à oublier. Alors Pascal choisit l'attente. Il pouvait affronter des inconnus devant des millions de téléspectateurs, entendre leurs trahisons et leurs confessions les plus douloureuses. Mais face à quelques feuilles écrites par son père, il redevenait un fils paralysé par la peur. Car il existe des courages publics qui s'effondrent devant une douleur privée. Cette lettre devint une présence silencieuse. Elle ne parlait pas. Pourtant, elle pesait sur chaque souvenir. Elle lui rappelait qu'il n'avait pas su réparer la relation à temps, et qu'après la mort, même les excuses arrivent trop tard. Comme si cette souffrance ne suffisait pas, Pascal vivait depuis plus de 30 ans avec une autre épreuve invisible, une perte importante de l'audition accompagnée d'acouphènes constants. Dans son oreille, un bourdonnement sans repos, jour et nuit. Même le silence lui était refusé. La cruauté du destin semblait presque parfaite. Et... oui. D'un côté, un message essentiel qu'il refusait d'entendre. De l'autre, un bruit inutile qu'il ne pouvait jamais faire taire. Avec les années, son cerveau apprit à supporter l'insupportable, à transformer la souffrance en habitude. Pascal appela cela la résilience, mais s'adapter ne signifie pas guérir. Certaines douleurs cessent seulement de crier assez fort pour que l'on puisse continuer à vivre. Puis Laurent Fontaine revint dans sa vie après 4 années de rupture. Leur complicité renaquit, et avec elle, une vieille rumeur que le public n'avait jamais oubliée. Cette fois, la question fut posée directement à Pascal. Il éclata de rire, avant de donner une réponse qui allait enfin lever le rideau sur l'un des plus grands malentendus de sa carrière. Pendant des années, le public avait observé Pascal Bataille et Laurent Fontaine comme un duo dont il croyait connaître tous les secrets. Ils travaillaient ensemble, se comprenaient sans effort, se disputaient avec violence, puis revenaient l'un vers l'autre. Leur complicité semblait plus solide que bien des mariages, et c'est précisément là que la rumeur avait commencé. Certains étaient convaincus qu'entre eux se cachait une histoire d'amour. D'autres affirmaient qu'une telle fidélité ne pouvait pas être seulement professionnelle. À force d'être répétée, l'hypothèse avait fini par devenir une vérité sans preuve. Lorsque la question lui fut enfin posée dans l'émission chez Jordan, Pascal éclata de rire. Puis il répondit simplement « Non, Laurent et lui n'avaient jamais formé un couple. Il n'y avait ni mariage secret, ni liaison cachée, ni vie sentimentale dissimulée derrière les caméras. Seulement une amitié profonde, forgée par des années de travail, de succès, d'échecs et de blessures partagées. Cette réponse aurait pu suffire. Oui. Pourtant, elle révélait autre chose, notre difficulté à croire qu'une amitié entre deux hommes puisse être intense sans devenir amoureuse. Comme si la tendresse et la loyauté devaient forcément recevoir une autre étiquette. Mais derrière cette rumeur se trouvait un paradoxe plus troublant. Au début des années 2000, alors que leur émission exposait les histoires de Français ordinaires, la direction de TF1 leur aurait demandé de limiter la présence de couples homosexuels à l'antenne. L'époque se disait moderne, mais certaines portes restaient fermées. La diversité pouvait exister, à condition de ne pas devenir trop visible. Pascal et Laurent refusèrent dans cette logique. Ils savaient là qu'un plateau consacré aux sentiments ne pouvait pas décider que certaines amours méritaient d'être racontées et d'autres non. Ah, leur combat se jouait dans les choix éditoriaux, les discussions tendues,
et la volonté de ne pas effacer des vies pour rassurer une audience supposée plus conservatrice. L'ironie était cruelle. On les soupçonnait d'être homosexuels parce qu'ils étaient trop proches, pendant qu'eux défendaient le droit de véritables couples homosexuels à apparaître sans honte devant les caméras. La rumeur disait finalement moins de choses sur Pascal que sur ceux qui la propageaient. Le public cherchait un secret sentimental. Il découvrait une histoire de fidélité, de préjugés et de résistance silencieuse. Le rideau était enfin levé. Pourtant, au moment même où Pascal répondait à l'une des questions les plus persistantes de sa vie publique, une menace autrement plus réelle avançait dans l'ombre. Cette fois, il ne s'agissait plus d'un murmure, ni d'un malentendu, mais d'un diagnostic capable de tout arrêter. À la fin de l'année 2024, Pascal Bataille reçoit un diagnostic qui ne laisse aucune place au doute, un cancer du poumon. L'homme habitué à maîtriser les émotions des autres perd tous ses repères. Il ne s'agit plus d'une rumeur ni d'un conflit, mais d'une menace installée dans son propre corps. Il faut agir vite, les médecins décidant de retirer une partie du poumon atteint. Pascal entre au bloc avec une peur qu'il connaît mal, celle de ne pas se réveiller, celle de laisser derrière lui ses 4 fils, celle de devenir un souvenir pour ceux qu'il aime. L'opération réussit, la maladie recule, son état s'améliore, et le mot rémission apparaît enfin. Mais ce mot ne signifie pas victoire. Il signifie surveillance, examen, attente, et cette angoisse qui revient avant chaque résultat. Après avoir passé sa vie à ouvrir des rideaux, Pascal découvre qu'il existe des portes que personne ne peut franchir à sa place. Puis le destin frappe une seconde fois. Alors qu'il lutte pour retrouver son souffle, sa sœur meurt brutalement. La douleur arrive au moment où il croyait avoir atteint sa limite. Perdre un proche, lorsque l'on se bat soi-même pour rester en vie, c'est regarder la mort de si près qu'elle finit par changer de visage. Cette disparition réveille la blessure laissée par son père. Encore une fois, un être aimé s'en va trop vite. Encore une fois, certaines phrases restent suspendues. Pascal comprend que les adieux manqués ne disparaissent jamais. Ils changent seulement de place, puis reviennent lorsque le cœur est le plus fragile. Son corps porte la cicatrice de l'opération. Son esprit, lui, porte toutes les absences. Sa recherche du silence prend alors une autre dimension. Depuis plus de 30 ans, ses acouphènes l'empêchent de connaître un repos. Dans son oreille, le bruit continue. Et, dans sa mémoire, la lettre de son père reste fermée. Dans sa poitrine, chaque respiration rappelle que vivre n'est jamais un geste automatique. Son livre, Petit traité du silence, devient le reflet d'une quête intime. Il ne cherche plus seulement l'absence de bruit. Il cherche un endroit intérieur où la culpabilité, la peur et les regrets cesseraient de parler plus fort que lui. Pascal ne présente pas le cancer comme une leçon offerte par la vie. Il sait qu'une maladie n'enseigne rien avec douceur. Elle arrache, elle menace, elle oblige. Mais elle révèle parfois ce que l'on repoussait. Les mots à dire, les liens à réparer, le temps à ne plus gaspiller. Après avoir vu la mort s'approcher 2 fois, Pascal aurait pu se refermer. Et il fit l'inverse. Il se tourna vers ceux dont le combat était encore plus cruel que le sien. Et parmi ces visages, une jeune femme atteinte de la maladie de Charcot allait donner un nouveau sens à sa survie. Après le cancer, Pascal Bataille aurait pu choisir le silence, se retirer du monde et protéger les forces qui lui restaient. Pourtant, il décida de regarder la souffrance des autres en face. Car survivre n'a de sens que lorsque l'on transforme sa peur en présence pour ceux qui luttent encore. Parmi eux se trouvait Lorraine Vivier, une jeune femme pleine d'énergie, autrefois liée à l'univers de son hôtel au Cap Ferret. La maladie de Charcot entra dans sa vie avec une violence implacable. Peu à peu, le corps trahit les gestes, la voix s'affaiblit, l'autonomie recule. Mais le regard continue de demander que l'on n'oublie pas. Pascal fut bouleversé. Lui qui venait de combattre pour respirer, découvrait une maladie qui enlève progressivement le mouvement, la parole, puis le souffle. Yo, yaewa CACD. Il choisit de soutenir Lorraine, de faire connaître son combat et d'écrire la préface de son livre. Une manière de rappeler que la célébrité n'a de valeur que lorsqu'elle éclaire ceux que la douleur rend invisibles. Dans le même temps,
une autre perte frappa sa vie professionnelle. C8, la chaîne qui avait accueilli le retour de Wayagio-A que la vérité qui compte, ferma ses portes. Pour Pascal, ce ne fut pas seulement un changement de fréquence, toute une équipe fut dispersée, et une partie de cette renaissance sembla s'effondrer. Mais le rideau ne resta pas fermé. Le programme trouva une nouvelle place au sein du groupe M6. Pascal et Laurent revinrent encore une fois ensemble, comme si leur histoire refusait de se terminer sur une rupture. Après la gloire, les disputes, le silence et la réconciliation, ils reprenaient leur rôle face à des inconnus venus demander une seconde chance. Et puis, en février 2026, la vie offrit à Pascal une image qu'aucun plateau n'aurait pu fabriquer. À 66 ans, il devint grand-père pour la première fois. Sur la photographie, il tient son petit-fils nouveau-né contre lui. Ses bras portent une vie qui commence, tandis que son corps garde la mémoire de l'opération. Cet enfant n'efface rien. Il ne rend pas son père, ne ramène pas sa sœur, ne fait pas disparaître les acouphènes et ne transforme pas la rémission en certitude, mais il devient une réponse fragile à toutes les absences. Pascal reste un homme seul, avec ses blessures, ses regrets et cette lettre toujours fermée. Pourtant, il n'est plus seulement celui qui a survécu. Il devient celui qui transmet, celui qui protège, celui qui comprend que l'avenir peut tenir tout entier dans le poids minuscule d'un enfant endormi. Toute sa vie, il a demandé aux autres s'ils étaient prêts à ouvrir le rideau. Ah, désormais, une seule vérité attend encore dans l'ombre, celle que son père a déposée dans une enveloppe, et que Pascal n'a toujours pas eu la force de lire. Pascal Bataille a passé sa vie à demander aux autres s'ils étaient prêts à affronter la vérité. Lui, pourtant, avance encore avec une lettre fermée, des absences impossibles à combler et un corps marqué par la maladie. Mais dans les bras de son petit-fils, une autre réponse apparaît. On ne guérit pas toujours de ses blessures, on apprend parfois à vivre avec elles. Et peut-être qu'un jour, lorsqu'il se sentira enfin prêt, Pascal ouvrira cette enveloppe et avec elle le dernier rideau de son existence. Ah,